Alors que tout le monde n'attend qu'une chose, le premier trailer d'Avengers Doomsday, de nouvelles rumeurs et révélations viennent nous sortir la tête de la fin du multivers, l'annonce d'un film Black Panther 3 et de la tant attendue suite de Doctor Strange. Deux films dont il est encore difficile de situer réellement l'intrigue. Seront-ils des films de soutien aux deux prochaines Avengers ou les pièces maîtresses du renouveau du MCU? Ce qu'on sait, c'est que la difficile saga du multivers se clôturera bien, elle, en décembre 2027 avec l'énormissime Secret Wars. Enfin, s'ils décident de pas nous la mettre à l'envers et d'encore repousser. Pour le moment, seul celui-ci est prévu au calendrier de 2027, laissant l'année être dominée par DC et son Man of Tomorrow. Et ça ne semble pas vraiment faire plaisir à Bob Iger, grand patron de Disney, parce qu'il sait que Marvel aurait bien besoin de profiter de la hype que va créer Avengers Doomsday. Pour rappel, entre Infinity War et Endgame, les très moyens Captain Marvel et Ant-Man et la Guêpe ont tous les deux atteint le milliard. Et des licences comme Black Panther et Doctor Strange pourraient bien aider Marvel à se relancer vraiment. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons enquêter ensemble sur ce qui pourrait nous attendre avec ces films. On va se baser sur les rumeurs qui ont tourné ces derniers mois, mais aussi sur l'opportunité d'avoir l'un de ces films en soutien multiversel de la phase 6, ou carrément en vrai relanceur de ce nouvel univers en phase 7. Alors, accrochez-vous bien les amis. On entre dans une vidéo de pure théorie qui va vous faire chauffer la caboche. Vous êtes avec Kevin Buckhardt, théoricien préféré de ton sorcier wakandais préféré. Générique. Comme vous le voyez ces derniers temps, notre cerveau est littéralement saturé d'informations. Et le souci, c'est qu'elles sont très souvent inutiles. Le problème, c'est que lorsqu'on reçoit des informations vraiment utiles, notre cerveau a du mal à les retenir. Oui, c'est terrible. Que ce soit lors d'un briefing au taf, d'un rendez-vous important, ou même parfois seul, une idée passe et ne revient jamais. Pour vous dire, il y a une étude nommée la pyramide de l'apprentissage qui nous dit qu'on ne retient que 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et entend, et même seulement 70% de ce qu'on dit nous-mêmes. Alors j'ai dû trouver une solution pour ne plus jamais passer à travers des informations importantes. Et ma solution, c'est le Plod NotPin. Il s'agit d'un petit bijou high-tech qui enregistre vos réunions ou vos appels et qui en fait un compte-rendu avec l'IA en un clic. Résultat, je peux me concentrer à 100% sur une conversation sans me soucier d'avoir à noter tout ce qui est important ou de me perdre sur ce que je voulais vraiment dire. Du coup, maintenant, je l'utilise pour absolument tout. Et ça, c'est le fleuron de la marque Plod, le NotPin. C'est discret, élégant, portable et hyper puissant. Ça fait la taille d'une pile et vous pouvez le porter de plusieurs manières. En collier, sur un vêtement, comme moi en bracelet, ou littéralement n'importe où grâce à l'épingle magnétique. En une pression, il capture l'audio qui vous entoure et isole les voix de manière bluffante. L'IA intégrée les reconnaît et les dissocie, sait qui dit quoi et vous résume tout, avec une autonomie qui va jusqu'à 40 jours en veille et 20 heures d'enregistrement continu. Et après sur l'appli, vous choisissez le style de résumé que vous voulez. Vous pouvez même utiliser AskPlod, une IA intégrée qui trie, classe et va chercher pile ce qui est important. Que ce soit une réunion qui part dans tous les sens, un brainstorming avec 1000 digressions ou même un cours complet. Plod fait le ménage et vous résume tout en quelques bullet points. C'est simple, intelligent, sécurisé, oui, tout est crypté, et maintenant c'est devenu indispensable. Même pour noter une idée qui me traverse à 2h du mat. Franchement, si comme moi, vous oubliez 90% de ce qu'on vous dit, ou si vous devez gérer un énorme flux d'infos dans la journée, c'est l'outil parfait. Étudiant, manager, artiste, créateur de contenu, psy ou cuisinier, peu importe, ça change la vie. Et vous en avez l'habitude, qui dit sponsor dit bon plan. Avec le Black Friday, vous avez moins 20% sur tous les notes Plod et NotPin. Pour en profiter, vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Perso, je vous le dis, j'adore. Allez, nous on retourne à notre vidéo. Une phase 6 à sauver. C'est un secret pour personne, la saga du multivers a été beaucoup moins maîtrisée que la saga de l'infini. Et beaucoup de choses peuvent expliquer cela. Le changement de gouvernance chez Disney, qui a mené à toujours plus de contenu et moins de qualité, le Covid qui a complètement bouleversé les productions de l'après-Endgame, la grève des scénaristes, le décès de Chadwick Boseman, la condamnation de Jonathan Majors, bref, autant d'obstacles qui ont rendu impossible les plans du studio de développer un multivers digne de ce nom. Car après une des dernières Q&A d'Alex Perez, on apprend que le plan en 2020 était d'ouvrir un maximum de portes afin d'introduire de nombreux personnages et univers qui auraient une réelle résonance sur cette phase 6. Résultat, une phase totalement décousue, sans fil conducteur, qui a tout simplement fait fuir le public. C'est pourquoi lors de l'annonce d'Avengers Doomsday, une phrase a dominé les débats.
le fameux aveu d'échec. Oui, tous les projets avortés ont mené le studio à drastiquement réduire la voilure dès 2024, avec comme seule et unique sortie Deadpool et Wolverine. À sortir cette année tous les projets trop avancés pour les abandonner, et à se retrouver en 2026 et 2027 avec les seuls Doomsday et Secret Wars pour en finir avec cette saga. Car oui, Spider-Man Brand New Day est une production Sony les amis. C'est pourquoi pour ma part, j'attendais vraiment une annonce d'un nouveau film capable de combler le vide qui existe entre les deux Avengers. Et si j'utilise le terme combler, c'est parce que contrairement à l'histoire des pierres, celle de la fin du multivers et de Doom semble n'avoir jamais réellement commencé. Et du coup, nous manquons cruellement de substance, que ce soit pour le personnage ou pour l'intrigue globale. Et ça tombe bien, puisque dans la même semaine, nous avons eu droit à deux bonnes nouvelles. La première, c'est l'annonce de Black Panther 3, Shadows of Wakanda, un film qui est en développement depuis longtemps et dont le tournage devrait débuter l'été prochain, ce qui peut laisser espérer une sortie en 2027. Mais attention, il faut savoir une chose. Ces dernières années nous ont habitués à voir Marvel débuter les tournages de ses films seulement un an avant leur sortie. C'est le cas actuellement avec Spider-Man 4, mais ce fut également le cas avec No Way Home, Deadpool et Wolverine, les 4 Fantastiques ou les Thunderbolts. Seulement ce qu'on oublie, c'est que c'est absolument pas la norme. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à une crise dans le monde des effets spéciaux, qui reproche à Disney de saturer le marché et d'épuiser les artistes, menant notamment à des immondices visuels comme dans Thor Love and Thunder. Parce qu'avant ce gigantesque bordel qu'a été Marvel ces dernières années, il était plus habituel de voir un cycle de production différent, plus cool, tout simplement plus normal. Le début du tournage et la sortie du film avaient entre 16 et 24 mois d'écart, histoire de laisser le temps de taffer correctement. Ce qui explique d'ailleurs les reports des films Avengers, pour entrer dans cette fourchette, marquant peut-être enfin le retour d'un Disney raisonnable, soucieux de repartir sur de bonnes bases. Mais tout ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour notre phase 6, car cela voudrait dire que Black Panther ne serait pas prévu pour mi-2027, mais comme le premier film de 2028, le post-Secret Wars. Mais ça, on y revient après, car je vous ai promis d'explorer toutes les pistes. Alors, tentons de voir si ce Black Panther pourrait être le film qui fait la jonction entre les deux Avengers. De quoi pourrait-il parler? Le premier synopsis officiel est le suivant. Black Panther Shadow of Wakanda va explorer un Wakanda vulnérable suite à la mort de T'Challa, avec Shuri se dressant en tant que guerrière et leader de sa nation. Oui, si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est quasiment trait pour trait le pitch du 2. Mais passons. On sait également que Denzel Washington fera partie du cast et jouera un rôle important. Marvel a pour habitude de proposer des rôles one-shot à de grands acteurs, et donc souvent celui du méchant principal. Christian Bale en Gore, Jake Gyllenhaal en Mysterio, Mickey Rourke en Whiplash ou encore Robert Redford en Alexander Peace. Je pense donc que Denzel sera le méchant principal de l'histoire. Et les rumeurs indiquent que Denzel jouerait un personnage nommé Achebe, un prêtre corrompu par Mephisto qui tente de renverser le Wakanda. Seulement, de manière très pragmatique, je ne vois pas vraiment comment l'intégrer dans une histoire multiverselle. Parce que si le film se déroule entre les Avengers, il sera obligatoirement un film sur le Battleworld, un monde dominé par Doctor Doom. Or, au vu des dernières informations sur Doomsday, il semblerait que Shuri ait un rôle prépondérant dans ce film. C'est elle qui va réunir tous les héros pour leur annoncer qu'une incursion est imminente. Le Wakanda sera donc, encore une fois, une place forte. On parle également d'un second Black Panther qui ferait son apparition, que ce soit le jeune Toussaint, fils de T'Challa, ou un Black Panther venu d'un autre univers. Évidemment, tout le monde pense à ces concept art qui ont leak. On y voit ce qui semble être Chanda, le grand-père de T'Challa, qui dans les comics a combattu aux côtés de Captain pendant la Seconde Guerre mondiale, face à l'entrée d'une grotte en forme de panthère. Pour beaucoup d'internautes, le personnage ressemblerait à l'acteur Damson Idris, qui est actuellement pressenti pour le rôle. Mais j'avoue, perso, j'y vois pas tant de ressemblance. Après, faut avouer que tout laisse penser qu'il sera le prochain Black Panther. Et si on avait un doute, il a carrément fait une apparition au dernier Gala Vogue entouré de costumes wakandais, avec Angela Bassett habillée en reine Ramonda du Wakanda. Donc bon. Et comme si ça ne suffisait pas, quand on a demandé à Alex Perez s'il serait le prochain Black Panther, il a simplement répondu par un sobre « Je ne répondrai pas ». Bref, c'est lui. Maintenant, reste à savoir s'il s'agit d'un Toussaint qui a grandi, d'un variant de T'Challa ou de Chanda, voire même si Damson Idris joue ce personnage dans Doomsday, ou s'il jouera le héros post-Reset. Car dans mon analyse de Célix, j'avais découvert dans la nomenclature un code permettant d'identifier le film pour lequel le concept art avait été créé, et il se trouve que ce visuel a été conçu pour Secret Wars et non pas un projet inconnu. Il pourrait donc bien représenter un lieu du Battleworld où vit la population du Wakanda. Un lieu qui me fait penser à une adaptation de Necropolis, la cité des morts du Wakanda. Dans les comics, il s'agit d'un lieu sacré, sanctuaire des rois et Black Panther défunts. Lieu où T'Challa établit une connexion forte avec ses ancêtres.
une cité souterraine qui s'étend sous la capitale du Wakanda. Durant le run de Hickman, T'Challa recevra l'onction de Bast et en deviendra le souverain, devenant le roi des morts. Un titre qui prendra son importance dans Secret Wars, quand celui-ci dirigera une armée de morts-vivants pour marcher sur le palais de Doom. Mais passons. Dans le MCU, il s'agit du lieu où pousse l'herbe cœur, lieu où est initié le rituel pour devenir le nouveau Black Panther. Et tout comme dans les comics, lieu où le Black Panther a accès aux esprits de ses ancêtres via le plan astral. Un lieu qui a une importance capitale dans Time Runs Out, car c'est le QG des Illuminati. Un lieu secret où se jouent les décisions les plus importantes entre leaders héroïques. Un lieu depuis lequel ils tentent de résoudre le problème des incursions. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on voit bien que l'histoire du Wakanda va déjà être centrale dans les films Avengers. Et que du coup, il paraît difficile de voir comment intégrer un film éponyme au milieu de tout ça. Au contraire, je pense que ce sont les films Avengers qui vont plutôt servir de tremplin à un Black Panther 3 que l'inverse. Le MCU a désespérément besoin d'un nouveau T'Challa, et je pense que Secret Wars pourrait nous révéler plusieurs Black Panther, dont ce Chanda en mentor d'un certain Toussaint, alias T'Challa Jr. Non, je ne pense pas que Wakanda Forever nous ait intégré le fils de T'Challa pour nous coller un variant dans les pattes. Il est l'avenir de la franchise, l'héritage de Chadwick Boseman. Mais encore une fois, on en reparle un peu plus tard. Car du coup, il ne nous reste qu'une option concrète pour espérer voir un autre film avant Secret Wars. La plus logique, Doctor Strange 3. Time Runs Out. Oui, s'il ne devait y avoir qu'un film qui se déroule entre Doomsday et Secret Wars, ce serait pour adapter plus en profondeur le run dont je vous parle sans cesse. Le fameux Time Runs Out. Et le film Doctor Strange 3 serait absolument parfait pour ça. Pour rappel, le dernier film de Strange nous a laissé sur un cliffhanger où Strange rejoint Cléa à travers le multivers pour enquêter sur les univers qui se meurent et réparer les incursions causées par Strange. Un teasing laissé là, en 2022, qui n'a jamais eu aucune résonance. Et même si je vous parle souvent de ce run, notamment lié à Doctor Doom, je ne vous ai quasiment jamais parlé de la quête de Strange en détail. Alors, prenons un moment pour nous pencher sur le sujet. Tout débute donc à Necropolis. Black Panther réunit les Illuminati de la Terre 616 pour les prévenir de sa découverte. La première incursion. Une incursion de laquelle est sortie une Black Swan. Celle qui a détruit la Terre qui menaçait d'entrer en collision avec l'univers 616. Ensemble, ils décident de réunir les pierres de l'infini pour gérer cette crise. Seulement, l'utilisation du gant de l'infini pour repousser la prochaine incursion détruit 5 des 6 gemmes. Ils optent donc pour une solution plus radicale. Détruire les prochaines terres pour sauver la leur. Une ligne que Cap refuse catégoriquement de franchir. Stark ordonne donc à Strange d'effacer la mémoire du soldat concernant les Illuminati et les incursions pour régler ça entre eux. Les mois passent et les solutions s'épuisent. Captain, qui recouvre la mémoire, utilise les Avengers et le Shield pour traquer les Illuminati considérés comme criminels. Mais c'est un événement qui va venir fracturer le groupe pour de bon. Alors qu'une nouvelle incursion a lieu, les Illuminati créent une bombe antimaterière capable de détruire la Terre d'en face. En théorie en tout cas. Mais lorsqu'ils doivent l'utiliser, ils tombent sur la Terre 001. Celle qui héberge la Great Society, une équipe de super-héros qui est une analogie claire à la Justice League de DC, une équipe moralement supérieure. On y retrouve Sun God en Superman, Ryder en Batman, Boundless en Flash, Dr Spectrum en Green Lantern, Norn en Dr Fate et Jovian en Martian Manhunter. Ensemble, ils tentent de trouver un moyen de résoudre cette crise sans procéder à un génocide mutuel. Mais le temps presse et l'incursion menace de détruire les deux mondes. Namor saisit alors la bombe des mains de T'Challa et la déclenche. Mais ça ne suffit pas à détruire leur univers. Strange prend alors ses responsabilités et déploie une force ténébreuse sans pareil pour finir le job, démontrant que lui aussi a franchi une ligne morale. Ce qui sonne la fin des Illuminati. Et c'est à ce moment-là que le sorcier décide de voyager seul dans le multivers pour enquêter et tenter de stopper les incursions via la magie. Nous découvrons alors que l'effondrement des réalités est géré par plusieurs factions différentes qui tentent toutes de manager la crise à leur manière. Une guerre secrète nommée Game of Worlds. Nous avons d'abord les Black Swan donc, une armée mystique créée par Rabu Malal, et leur but est de sacrifier un maximum de molécules ban dans le but de sauver le multivers. Seulement certaines d'entre elles, plus radicales, décident d'adopter une stratégie différente. C'est le cas de Yabat Umonturu, le Black Swan capturé par les Illuminati. Elle opte pour un tri pur et dur, en détruisant des univers entiers pour gagner du temps. Il se pourrait d'ailleurs que Cléa soit une représentation de ce personnage dans Doomsday. Nous avons ensuite les Mapmakers. Bon, là je vous la fais rapide car ce ne sera jamais adopté. Il s'agit de robots qui cartographient le multivers d'incursion en incursion pour récolter les ressources des mondes mourants durant les incursions bleues. Bref,
On s'en fout. D'ailleurs, tout comme les bâtisseurs, une très ancienne race alien qui intervient dans le run Avengers en parallèle. Oui, je vous le dis, ce run est gargantuesque. Sans oublier les Illuminati restants qui font ce qu'ils peuvent, et la cabale de Namor, composée notamment de l'équipe de Thanos, qui eux font un carnage. Derrière tout ça, vous avez les Beyonders, véritables responsables de la fin du multivers. Ce sont eux qui l'ont créé en réalité, et qui, lassés de leur expérience, ont lancé sa fin. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, toutes ces factions sont vouées à l'échec, et que seul le plan de Doom peut réellement fonctionner. Pour finir, il y a les fameux Black Priests, ceux qui nous intéressent réellement ici. Il s'agit d'entités mystiques créées par le multivers lui-même pour se défendre contre son propre effondrement. Ensemble, ils détruisent les terres dites intrusives, celles qui causent des incursions. C'est chirurgical, logique, et ça plaît à Strange. Mais la particularité de ces sorciers, c'est qu'ils ne peuvent prononcer qu'un mot chacun pour déclencher des sorts extrêmement puissants de distorsion de la réalité. Le sorcier suprême comprend alors qu'il a son atout à jouer. Lui qui est capable, à lui seul, de lancer ses sorts. Il devient alors leur leader et est aligné avec cette vision. La survie du multivers exige des sacrifices que ni Illuminati ni Avengers ne peuvent comprendre. Et c'est à la toute fin du run de Hickman que les Black Priests de Strange attaquent le QG des Black Swan. Il découvre alors un lieu où ses prêtres sont impuissants et il est emmené à rencontrer le leader de ce culte, le fameux Rabu-Malal, qui est en réalité Dr Doom. Doom lui explique l'œuvre de sa vie depuis des décennies pour stopper la destruction du multivers. Sa quête pour éliminer les molécules man à travers le multivers, eux qui sont la bombe implantée par les Beyonders pour terminer leur petite expérience. Strange comprend alors que c'est la seule solution et se joint à lui, préparant son rôle pour Secret Wars, celui du bras droit du dieu empereur Doom. Bon, encore une fois, vous le voyez, ce run est absolument génial. Bref, encore une fois, oui, c'est assez complexe, et je vous vois dans les commentaires me dire « Les films, c'est pour le grand public, hein ?» Et vous avez raison, mais il semblerait que dans les prochains Avengers, Strange soit bien du côté de Doom. Du moins, un minimum dans Secret Wars. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous comprenez qu'il y a déjà énormément de choses à développer dans ce film. Le chemin parcouru par Strange dans ce run est l'un des plus intéressants et complexes du personnage. Il passe du héros se refusant à détruire d'autres univers, à celui qui va causer la fin des Illuminati par son pragmatisme froid. Enfin, il sera à la tête d'un culte de destructeurs d'univers, pour finir aux côtés de Doom qui met fin au multivers. Le tout pour sauver ce qu'il y a à sauver. Une évolution incroyable pour ce personnage. Et on le sait, Strange a toujours été celui prêt à tout pour faire ce qu'il doit être fait, ce qui fait bien de lui l'être le plus dangereux pour le multivers, comme le disait Reed de l'univers 838. Seulement, comment expliquer ce changement de camp en si peu de temps ? Vont-ils simplement le faire devenir un monstre froid en une conversation de 5 minutes sans nous expliquer où il était tout ce temps avec Léa ? J'ai personnellement beaucoup de mal à y croire. C'est pourquoi j'adorerais voir un Strange dans le camp de Doom sans aucune explication dans Doomsday. Une simple trahison incompréhensible pour les autres héros et le public, qui serait totalement expliqué dans un film qui reprendrait sa folle aventure dans le multivers jusqu'à la rencontre de Rabu-Malal, en nous expliquant le rôle qu'il a à jouer là-dedans. Il le faut. Surtout que si on en croit les rumeurs, le titre pourrait être Insanity of Incursion, ce qui serait parfait. Mais malheureusement, si on en croit le dernier rapport concernant le film, le tournage ne débuterait qu'après la fin du tournage de Secret Wars, ce qui anéantit littéralement tout espoir de voir ce film un jour. Mais encore faut-il que ce soit vrai, car un tournage à la mi-2026 pourrait permettre une sortie à l'automne 2027. Mais encore une fois, entre nous, j'ai du mal à y croire. Il y a donc de grandes chances que ces films ne se déroulent qu'après Secret Wars. Le grand reset. Je vous le disais, la saga du multivers n'est pas considérée comme une franche réussite, que ce soit par les fans, mais disons-le aussi par le studio lui-même. Et le but est de clôturer cette aventure en beauté avec sûrement l'un des plus grands spectacles jamais vus au cinéma, ou du moins du côté des films de super-héros. Secret Wars va marquer la fin de 20 ans de MCU, mais pas seulement. Elle signera surtout la fin de toute une ère Marvel qui a commencé en 1998 avec Blade. 29 ans d'histoire qui seront célébrés dans ce film. Mais pas que, puisque les frères Russo l'ont bien dit en interview, Doomsday et Secret Wars ne sont pas qu'une conclusion. Eux le voient plutôt comme un début. Un événement que le patron de Marvel, Kevin Feige, appelle Reset. Et il fait bien attention de ne pas utiliser le terme reboot, ce qui est une nuance cruciale selon lui. Feige a précisé, le mot reboot fait peur. Il peut vouloir dire beaucoup de choses différentes selon les gens. Nous préférons parler de reset, de ligne temporelle unique. Un reset donc absolument indispensable. Car même dans les comics, Marvel a toujours proposé une approche unique. Un univers narratif commun, rempli de héros qui interagissent d'une série à l'autre et dont les grands événements viennent les rassembler et bouleverser l'ordre établi.
En gros, une énorme boule de neige qui roule et qui ne fait que grossir. Et c'est cette spécificité qui a fait le succès du MCU. D'un côté, ça rend l'expérience absolument immersive pour les fans, mais de l'autre, ça refroidit les nouveaux spectateurs qui ont l'impression de devoir se farcir des semaines de films juste pour attraper le train en marche. Et ce sentiment s'est encore aggravé avec l'arrivée de la saga du multivers et la multiplication des séries. Résultat, énormément de spectateurs ont lâché l'affaire pendant la mauvaise passe du studio et aujourd'hui, ils pensent qu'ils ne pourront jamais rattraper leur retard. Pire, ça empêche totalement une nouvelle génération de se lancer dans le MCU. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les comics. Dans les années 90, lors de la grande crise qui a touché l'industrie des comics, Marvel comprend que son lore est devenu beaucoup trop complexe. Ils ont donc commencé à produire de nouvelles portes d'entrée. Des moments où un événement est venu reset les histoires du passé sans jamais les effacer, mais permettant à de nouveaux lecteurs de s'immiscer sans avoir le sentiment d'avoir raté trop de choses. Et c'est exactement ce qu'il va se passer à la fin de la saga du multivers. Le but principal est de créer un nouvel univers où sont intégrés les 4 Fantastiques, les nouveaux X-Men et probablement de nouveaux Avengers, comme si ils avaient toujours été là. Un univers cinématographique qui ne va pas supprimer tout ce qui a existé auparavant, mais qui va réécrire certaines parties pour intégrer ces nouveaux personnages en se servant des événements de Secret Wars. Prenons des exemples concrets. L'histoire de Peter Parker ne va pas s'arrêter à Secret Wars. Non. D'ailleurs, c'est un tout nouveau chapitre qui s'ouvre dans Brand New Day, et ce qu'il va se passer dans ce film va largement influencer la suite de ses aventures au-delà de la saga du multivers. Le reset ne va donc pas annuler la mort de Tante May, mais simplement permettre d'introduire tout ce qui n'existait pas avant, comme par exemple Oscorp, ou par exemple faire venir le Docteur Octopus comme s'il avait toujours existé dans cet univers. Et donc d'effacer certaines erreurs du passé. Donc May sera bien décédé, même peut-être des mains du bouffon vert, mais ce serait idiot de relancer Peter avec le souvenir que ce bouffon vert est bien Norman Osborn. De la même manière, les 4 Fantastiques vont être intégrés à ce nouvel univers. Leur histoire restera probablement la même, ils connaissent Galactus, mais ces événements se seront du coup peut-être déroulés dans l'univers 616 et non le 828. Et Reed Richards sera probablement l'un des rares personnages à se souvenir du monde d'avant, permettant le lien. Alors oui, dit comme ça paraît complexe. Mais je pense que, comme dans les comics, ils feront en sorte de le simplifier au maximum pour récompenser les fans de toujours et permettre à de nouveaux arrivants de prendre du plaisir à nouveau sans se sentir perdus. Et pour réussir cette transition, il ne faudra pas faire les erreurs du passé. Car la transition entre la saga L'Infini et celle du multivers a été catastrophique. Et je pense que cette expérience a servi de leçon. Cette fois-ci, il faudra miser sur les grandes licences tout en lançant de nouvelles. 4 films sont prévus en 2028, et si on en croit les rumeurs, nous devrions donc avoir Black Panther 3, Doctor Strange 3, le film qui va relancer les nouveaux X-Men, et enfin le retardataire Blade. Les 4 films annoncés comme étant en développement actuellement du côté de Marvel. Mais alors, comment lancer ce nouvel univers ? Ce nouveau MCU. Le lancement des arcs. On en parle sur la chaîne depuis un moment, mais ce nouveau MCU devrait s'organiser différemment de ce que nous avons connu ces 20 dernières années. Certes, les phases et sagas seront toujours présentes pour organiser le tout comptablement, mais elles auront moins un rôle cloisonnant. Désormais, place aux arcs. Et 4 grands arcs ont été teasés jusqu'ici. L'arc mutant, lié aux X-Men, l'arc street level et politique, avec notamment Spider-Man, Daredevil et le retour des Avengers, l'arc galactique où les Gardiens de la Galaxie feront leur retour et où Black Panther pourrait jouer un rôle, et enfin l'arc paranormal avec l'introduction des Midnight Suns. Et c'est évidemment via cet arc que Doctor Strange pourrait faire son retour dans un 3e opus. Car Marvel l'a annoncé clairement, ils ont plus que jamais la volonté de proposer des histoires pour tous. Alors vous allez me dire, oui, comme avant quoi. Non, laissez-moi reformuler. Tout le monde pourra trouver son compte dans les différents projets. Contrairement au passé, où chaque projet devait plaire au plus grand nombre, Marvel ne va plus hésiter à aller dans le gros fantastique horrifique pour les fans de sensations fortes, ou le gros sci-fi pour les giga-nerds. Doctor Strange pourrait donc lancer ce nouvel arc paranormal en y allant à fond. Évidemment, on a tous en tête l'arrivée des Midnight Suns, une équipe composée des personnages les plus sombres, comme Blade, Moon Knight ou encore Ghost Rider, qui combattent des menaces démoniaques. C'est sale, ça tâche, et ça pue le soufre, tout ce qu'on aime. Le tout à la sauce Une nuit en enfer ou Sinners, mais là, c'est juste moi qui fantasme. Bon, plus sérieusement, il serait très difficile pour moi de vous poser un pitch clair sur un Doctor Strange post-Secret Wars, car pour le moment, contrairement à Time Runs Out, on n'a pas grand-chose. Mais comme je le dis depuis le début de cette vidéo, ces films de 2028 vont venir relancer un renouveau, paramétrer le reset pour tous. Et dans cet arc, il y a de grandes chances que Mephisto ait une place très importante. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les showrunners d'Iron Heart ont remplacé à la dernière seconde Dormammu par Mephisto dans la série. Oui, à la base, c'est bien Dormammu qui avait corrompu The Hood. D'ailleurs, la plupart des insiders avaient eu cette info.
Et si Ryan Coogler, producteur exécutif de la série, a décidé de faire ce changement, c'est principalement pour l'introduire dès aujourd'hui, comme celui qui fait signer les contrats. Et mon petit doigt me dit que ce qu'il va se passer dans le multivers, ce reset, risque de ne pas beaucoup lui plaire. Mephisto est l'un des grands démons des enfers. Sa spécialité est de collectionner les âmes via des petits contrats. Il est réellement le corrupteur de Marvel et ne manque jamais d'imagination pour tourmenter ses âmes. C'est d'ailleurs lui qui est le maître de l'esprit de la vengeance qui hante le Ghost Rider. Et l'un des runs les plus connus des Midnight Suns débute par une opposition entre Strange et le démon. Alors que Vegas a été ravagé par une catastrophe, Strange décide d'aller à l'encontre des lois naturelles et inverse le cours des choses pour faire comme si rien ne s'était passé. De nombreux morts reviennent à la vie, et dans une ville du péché, nombre de ces âmes appartenaient à Mephisto, qui ne voit pas du tout ça d'un bon œil. Il décide alors de faire de Vegas son nouveau fief et de dresser l'hôtel Inferno, un casino rempli d'âmes damnées où se feront piéger les Avengers. Bref, ce run est absolument génial, je vous le mets lui aussi dans la liste. Par contre, je vous calme, évidemment que ça ne va pas directement commencer par ça. Si je vous en parle, c'est parce que Strange pourrait bien faire face aux conséquences de ses actes. Il s'est allié à Doom et doit vivre avec ça. Son film pourrait donc redéfinir les limites de ce nouvel arc et les barrières entre les dimensions que ses actes ont brisées. Il devrait alors préparer le monde aux brèches dimensionnelles et démoniaques qui vont sûrement faire débarquer bon nombre de nouveaux monstres sur Terre. Et depuis longtemps semble prévue une série Strange Academy. Il s'agit d'une école de personnages maîtrisant la magie. Un run très cool où l'on voit passer tous les mages, sorciers et chamans de l'univers Marvel qui forment les sorciers de deux mains. Et le film pourrait très bien introduire ce concept, ce qui serait absolument génial en parallèle de l'école des mutants, notamment via des personnages comme Nico Minoru qu'on a vu dans Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ou encore Magik, rendu célèbre par le jeu Marvel Rivals. Bref, personnellement, j'ai hâte de voir ça. Mais si je vous disais que Mephisto ne serait pas que le problème de Strange, mais bien un problème généralisé au MCU. Black Panther, Shadows of Wakanda. Finissons cette vidéo en revenant au tout début. Black Panther 3. Je vous disais tout à l'heure qu'il m'était difficile d'arriver à caler ce film entre les Avengers. Par contre, après Secret Wars, c'est une toute autre histoire. Je vous le disais, le synopsis actuel est le suivant. Black Panther Shadows of Wakanda va explorer un Wakanda vulnérable suite à la mort de T'Challa, avec Shuri se dressant en tant que guerrière et leader de sa nation. J'ai revu récemment Wakanda Forever, que je n'avais pas spécialement aimé au cinéma, mais je dois bien avouer que ma frustration était à l'époque principalement liée à l'arrivée si tardive du Black Panther. Car même si je ne suis pas fan d'avoir Shuri en seul Black Panther, je ne suis pas contre l'avoir en tant que leader du pays. Même si à la fin du film, tout laisse penser qu'actuellement il s'agirait de M'Baku. Mais je dois bien avouer que leur petite relation m'a beaucoup plu. Bon, je vous le disais aussi, Denzel Washington semble interpréter le méchant de cette histoire. En l'occurrence, il pourrait bien s'agir d'Achebe. Dans les comics, Achebe n'est pas un être à la force extraordinaire. Non. Cependant, il est l'un des adversaires politiques les plus cruels de T'Challa. Il est d'ailleurs souvent comparé au Joker de Marvel. Son histoire est sordide. Ancien fermier, il est massacré par des soldats qui rasent sa ferme et le poignardent de 32 coups de couteau. Et il parvient à survivre en vendant son âme à Mephisto. Tiens. À son retour, il décide de se venger et d'infliger la même peine à ses bourreaux, en détruisant leur foyer et en assénant également 32 coups de couteau à chacun d'eux. Bon, vous avez le trauma, mais le pire reste à venir. Après avoir étudié à Yale, il déclenche une guerre ethnique aux portes du Wakanda. Il profite ensuite d'une aide humanitaire du pays voisin pour s'immiscer dans le Wakanda sous l'habit d'un prêtre, un prêcheur manipulateur et psychopathe. Il profite ensuite de l'instabilité du pays et du fait que Black Panther soit à l'étranger pour faire un coup d'état, reprendre le pouvoir et mener une politique destructrice. Et personnellement, je vois totalement Denzel Washington dans ce rôle. Lui, qui sort d'un rôle plus ou moins similaire dans Gladiator 2, sera, j'en suis sûr, bien mieux maîtrisé sous la réalisation de Ryan Coogler. Mais ça ne change pas notre histoire de Black Panther. Je vous le disais, Doomsday devrait introduire un second Black Panther. Et nous avons vu que tout laisse à croire qu'il s'agirait de Chanda, en tout cas dans le concept art de Secret Wars. Mais je n'imagine pas une seule seconde voir Chanda comme le nouveau Black Panther du Nouveau Monde. Ni d'ailleurs voir Shuri porter seul le manteau. Car oui, dans les comics, c'est bien Shuri en Black Panther qui dirige le Wakanda pendant les événements de Time Runs Out. Pendant ce temps, T'Challa est lui, comme je vous le disais, le souverain de Nécropolis en tant que roi des morts. Ce qui nous dit que dans le lore, il peut donc y avoir plusieurs Black Panthers en même temps. Et la fin de Wakanda Forever nous montre que Shuri a bien réussi à créer une nouvelle herbe cœur. Et ce n'est pas pour rien les amis. Car si le nouveau Black Panther vient d'un autre univers, disons Chanda, de l'univers des 4 Fantastiques par exemple, oui ça pourrait faire sens étant donné que le film se passe dans les années 60, il y a plus de chances de le voir venir de là-bas, eh bien ce Black Panther aurait déjà fait son rituel. L'herbe doit donc aller à quelqu'un d'autre. Et personnellement je ne mise non pas sur un variant, mais sur tout ça.
le fils de T'Challa. Le film Wakanda Forever est clairement un film sur la succession, sur la vie après T'Challa, et c'est à son fils, lui aussi nommé T'Challa, de prendre le relais. Sachant que le petit a 6-7 ans dans le film, que Doomsday se passe en 2029, soit 4 ans plus tard, et que Secret Wars se passera 8 ans après Doomsday, tout ça nous donnerait un T'Challa de 18-19 ans. Alors certes, Damson Idris a 34 ans aujourd'hui, ce qui rend l'hypothèse un peu chelou. Mais il faut dire qu'il fait assez jeune, et il pourrait parfaitement incarner l'avenir du personnage. Donc si on reprend le tout, on pourrait donc imaginer un Wakanda post-Secret Wars, où le jeune T'Challa, le fils du dernier grand Black Panther, reprend le trône. Seulement, il aurait grandi loin du pays, dans l'ombre d'un père disparu. Il pourrait alors être tiraillé par les nombreuses influences qui l'entourent. Pourquoi pas imaginer par son arrière-grand-père Chanda, resté comme souverain de Nécropolis, terre des ancêtres dont il fait partie, d'un Denzel Washington dont les ambitions viennent mettre une ombre funeste sur le Wakanda, ou encore, pourquoi pas, d'une love interest, Ororo alias Storm des X-Men, faisant le lien avec les mutants. Car le MCU a besoin d'un T'Challa et d'un Wakanda fort. Ils sont l'un des moteurs de notre univers Marvel. De plus, le film serait véritablement la rampe de lancement de ce MCU. Je vois bien ce film nous présenter le nouveau monde tel qu'il est, avec pourquoi pas l'introduction des Illuminati de ce monde, tel qu'on en a parlé au début de la vidéo. Histoire de nous introduire Charles Xavier, chef des X-Men, les nouveaux Tony et Captain, Doctor Strange, et donner une place différente à Namor, voire pourquoi pas à Doctor Doom Reboot. En gros, une carte du nouveau monde pour tous. Enfin, pour finir, je pense que ce film serait une superbe conclusion à la trilogie de Ryan Coogler. Quand le premier film évoque la place du peuple noir dans un monde post-colonial, que le second opus se concentre sur l'impact du monde occidental sur les peuples colonisés dans la course aux ressources, celui-ci pourrait s'attaquer aux problèmes internes liés à l'influence, la corruption et la lutte de pouvoir au sein des gouvernements africains. Bref, beaucoup de choses peuvent arriver, mais toutes ces options semblent vraiment intéressantes. Ah oui, et je vous disais que le Wakanda pourrait être lié à l'arc galactique, eh bien c'est tout simplement car ces derniers temps, tous les médiums Marvel insistent sur l'Empire galactique wakandais. Et rien ne nous empêche de penser que c'est un plan de Marvel depuis le début. Mais bon, à voir. Bon, j'espère que cette grosse vidéo théorie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre like et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Encore un grand merci à Plod d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous le dis, le Plod Notepin, c'est une vraie révolution dans le game de la prise de notes. Plus rien ne vous échappe, et pour tous les pros qui enchaînent réunions et rendez-vous, c'est un game changer. Vous ne pourrez plus vous en passer. Et pour profiter du bon plan du Black Friday, vous avez moins 20% sur tous les plots de notes et Notepin en passant directement par le lien en premier commentaire et description. Je vous le dis, perso, ça a vraiment changé ma façon de bosser. Si jamais vous avez aimé l'exercice, ne ratez surtout pas ma dernière vidéo leaks de Doomsday, elle va vous plaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, même jour, même heure. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!